Dans quelques instants, vous allez pouvoir découvrir ce nouvel épisode de Séquence avec Sophie Santerre, de sa collaboration avec les Robins des Bois, jusqu'à la série Working Girl, qui l'a amené jusqu'au Emmy Award, jusqu'à aujourd'hui avec la future série Maison de retraite sur TF1 et beaucoup de collaborations avec des diffuseurs comme France 2, avec Par en mode d'emploi, M6 et d'autres. Nous allons revenir avec elle notamment sur l'écriture autour de l'humour. Et ça, c'est dans quelques instants après les petits audios habituels, bien sûr, en présence de Maxence. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Mais ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Et voilà, Séquence faite quasiment ces 6 mois. Ça va Maxence? Waouh, ça va et toi David? Bah ouais, écoute, super. J'en profite pour remercier tout le monde, puisque en 6 mois, on est devenu un podcast de référence dans notre secteur. Donc, on est très content de ça. C'était ce qu'on voulait au départ, mais on l'avait intérieurement souhaité très très fort. Donc, merci à toutes et à tous qui nous suivez. On vous rappelle, bien évidemment, en introduction, que c'est important de mettre les 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ça soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Des retours qu'on a, Spotify est un peu plus agréable et Apple Podcast aussi à l'écoute. Mais voilà, on vous le rappelle, c'est tous les mercredis, tous les 15 jours à 7h du matin sur vos plateformes. Il y a une version vidéo sur YouTube si vous le souhaitez. Voilà, c'est plutôt pour nos parents qui regardent, ça, ils voient nos tronches de temps en temps. Plus sérieusement, encore un grand merci. On est toujours dans le top 20 podcast France, donc ça c'est vraiment chouette. Avec nos premières petites percées dans le top 10, j'avais souligné lors de la dernière émission. Donc merci pour votre confiance. N'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir, j'en parle jamais, il y a un Tipeee et il y a un Patreon. Voilà, ce qui nous permettra de partir en vacances aux Baléares. C'était un peu notre objectif au départ. On a misé soit ça, soit sur des écritures de scénarios. Pour l'instant, on a tout misé sur le Tipeee. Plus sérieusement, on va accueillir notre invité du jour. Donc, nous accueillons Sophie Santerre. Bonjour Ève. Je suis impressionnée maintenant de ce succès de podcast immense. Félicitations. Écoute, oui, merci. C'est pour te mettre la pression d'entrée de jeu, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça marche bien. Non, je suis ravie. Merci de m'accueillir. Éclaté. Écoute, pour démarrer dans le vif de l'action, je vais passer la parole à Maxence qui va brièvement nous faire découvrir à nos auditeurs et à nos auditrices ton parcours. Sophie, on est vraiment content de te recevoir. Moi, je te connais particulièrement parce que j'avais suivi Working Girls à l'époque. Donc, tu es scénariste et on te retrouve sur beaucoup de projets forts, comme aussi bien des shortcoms comme Soda, ou encore la série qui devrait sortir, je crois, en 2026 sur TF1, Maison de retraite, donc qui est tirée littéralement du film. On te retrouve beaucoup dans la comédie. Est-ce que tu dirais que c'est ton genre de prédilection? Oui, pour plusieurs raisons. Bon, j'avais pas un plan, j'ai fait une école de ciné et je j'avais pas comme plan de bosser dans la comédie au départ.
Mais si, je regarde un petit peu en arrière et même avant, d'imaginer que je puisse faire de la fiction, en tout cas, l'humour a été, voilà, toujours, un outil, qui m'a servi à plein d'égards et qui me définissait depuis toute petite. Je faisais des vidéos, j'ai toujours fait des parodies, j'étais, la clown évidemment, la clown du bahut. Donc oui, l'humour et je faisais rire mon frère qui était mon premier public et voilà, dans des mises en scène, des parodies, des satires et donc en tout cas, l'humour a toujours fait partie de ma vie, voilà. Ça a l'air pompeux comme ça, mais ça l'est pas du tout. Je pense que c'était une manière, moi de me protéger pour la grande timide que j'étais, surtout. Et puis après s'est posé la question de ce que j'allais faire de ma vie et puis je savais pas trop parce qu'au fond, à part que j'aimais le cinéma et me marrer justement, je savais pas que ça pouvait faire des métiers. Pour une provinciale encore plus, je suis quand même venue à Paris faire une école de ciné. J'ai compris que ça pouvait être le cas et il se trouve, donc je voulais faire la nouvelle vague et le grand cinéma et puis j'étais abonnée au Cahier du cinéma et à Télérama et à tout ce qu'il faut et tout ça et sauf que mon premier job et mon premier emploi, ça a été à Canal+. Voilà. Cap Zip, par hasard et pas par hasard parce que c'était pas un plan de carrière. Mon frère était assistant réal sur le plateau de Nulle part ailleurs à l'époque et donc moi, j'ai commencé comme ça avec un tout petit job. Il se trouve que ce tout petit job, bon enfin j'ai plus ce mais ça on s'en fout, mais c'était avec les Robins des Bois et je me suis retrouvée immédiatement en fait, j'ai bercé dans la comédie toute ma vie. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, enfin avant d'être que scénariste, heu, j'ai bossé avec les Robins des Bois, j'ai bossé avec Groland et j'ai bossé avec les Guignols. Donc j'ai vraiment baigné dans le sketch, dans la comédie. De sorte que j'avais écrit un petit programme avant Working Girl qui a vraiment été mon premier programme, broadcast, voilà, avec lequel j'ai pu dire: «Bon, peut-être je peux arrêter de bosser à côté parce que je peux gagner ma vie comme ça» et surtout de manière très plaisante parce qu'écrire Working Girl, c'était, heu, c'est en tout cas, c'était je vais dire, c'est aussi drôle à écrire que ce que ça allait avoir. Oui, j'espère. Heu, bref, j'avais écrit un tout petit programme sans me poser la question et je vois bien que ma veine est la comédie ou que je me sens à l'aise dans la comédie. Voilà. Justement, quand tu travailles avec, les Robins des Bois, est-ce qu'il y a des premiers tips d'écriture que tu chopes auprès d'eux? Ben, oui, fatalement, je sais que tout ça m'a éminemment imprégnée. D'abord, il y a le format du sketch. On faisait pas que des sketchs avec les Robins des Bois, mais c'est d'une telle exigence, que ce soit en 1 minute 30 ou en 3 minutes parce qu'on faisait le direct. Moi, je crois que ça a été ma plus grande formation, ça a été ça, ça a été le sketch, vraiment et évidemment avec l'immense talent des Robins des Bois, j'ai compris comment ça fonctionnait, comment fonctionnait une room d'écriture parce qu'ils écrivaient, bon chacun avait son rôle, hein, ils écrivaient pas tous les 6 et ils étaient que 4 à écrire et oui, en effet, je voyais comment ça se passait, comment ça fusait, comment on peut être complémentaires, chacun avec ses types. C'est ça, je l'ai vu dans chaque équipe, c'est-à-dire, l'importance de la structure et puis, ceux qui sont très, très forts en vanne et qui vont mettre la voilà, la vanne, c'est la cerise sur le gâteau. Ça fait pas un sketch, ça fait pas une situation, mais c'est le plus. Voilà, c'est le plus de la situation et puis la parodie avec les Robins surtout, voilà et pardon, je cherche un mot que je ne trouve pas, parce qu'on me faisait aussi la cape et l'épée, donc je crois qu'ils étaient assez novateurs. Bon, pas les premiers à avoir fait de la parodie, hein, mais parce qu'il y avait énormément différemment avant. C'était génial, la cape et l'épée, c'était fabuleux. Heu, bon, le mot m'échappe, mais c'est pas très grave, dans la même veine que Kaamelott, ah merde, alors j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Donc oui, bien sûr qu'ils ont été une inspiration colossale pour moi, voilà et puis leur jeu et puis bon, voilà, ils créaient quelque chose de particulier, en comédie Les Robins et puis c'était aussi au moment où nous on était sur le plateau, c'était le moment de Nulle part ailleurs où il y avait encore, il y avait Édouard Baird, il y avait, donc Cadet Olivier n'était plus là. Là, je me vieillis un peu, mais il y avait Fred et Omar, enfin, je veux dire, c'était,
voilà, Canal+, on vivait vraiment de la comédie, quoi. Tu as été coordinatrice artistique sur, du coup, Groland et les Guignols. Mais est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était quoi, du coup, ton rôle en tant que coordinatrice et potentiellement nous expliquer comment ces émissions, elles étaient écrites? Ouais. Alors, bon, la différence entre les Guignols et Groland, c'est que les Guignols, c'est du direct. Donc là, c'est extrêmement exigeant et c'est sur l'actualité. Donc moi, j'étais en gros, en effet, ça veut tout dire. On peut mettre ce qu'on veut dans coordinatrice artistique. C'est-à-dire que les journées étaient c'était extrêmement organisées. Puis c'est parce que c'est du direct, donc c'est voilà, c'est le même planning tous les jours. Les auteurs étaient là le matin, ils étaient 4 ou 5. Il y a eu Bruno Gassio et puis Ahmed à midi, Julien Hervé et Lionel Dutemple, quand moi j'ai bossé avec eux. Et puis qui sont tous restés des amis. Donc le matin, c'était vraiment team d'écriture. Ils s'enfermaient dans un bureau hyper cool avec des canapés, parce qu'il fallait pour qu'ils soient bien. Des piles de presse, évidemment, voilà. Donc maintenant, il y a moins de presse papier, mais nous, c'était vraiment le nerf de la guerre, évidemment. Et puis, le JT était articulé de telle sorte qu'il y avait, il y avait du plateau, il y avait le plateau PPD, et puis il y avait des petits sketchs au-delà du sketch. Bon, là, ça va devenir technique, mais pas tant que ça, parce que c'est les professionnels qui écoutent, mais il y avait un sketch qui était la grosse fiction, et ça a été tourné, évidemment, voilà, en amont. Et puis, on faisait ce qu'on appelle des lucarnes dans le direct tous les jours. Donc, c'était quand même des petits sketchs dans le JT. Voilà. Et puis, mon rôle, moi, était de faire des lectures avec les auteurs, de comprendre exactement ce qu'ils avaient en tête et de ne pas faire savonner leur vanne. Donc, j'avais un directeur artistique qui était mon producteur, Yves Le Roland. Moi, mon rôle était aussi de faire le lien avec costume, maquillage, déco, toute la technique. Voilà. Enfin, la technique et l'artistique. Ce qui est hyper important et justement sur ce qu'ont les auteurs en tête, en termes de make-up, de fringues, enfin tout, quoi. Et puis ensuite, arrivé 17h, c'était l'heure des répètes et puis voilà, on avait 2h30 pour répéter, les 3 répètes. Donc et là, je gérais le plateau. Donc là, c'était un vrai taf plutôt d'assistante réal. Mais ça me sert aussi, voilà. Et puis après, on avait le direct. C'est ce genre de poste et même ceux que j'ai même sur Groland, avant, j'étais plus du côté production, enfin, production, fabrication, pas production financière, voilà. Donc toujours dans la fabrication. Mais ça aussi, ça m'aide énormément dans l'écriture. Je pense une chance, voilà. Ouais, pour parler vite, je sais, je sais, c'est vite dit, mais c'est bien de savoir ce que coûte ce que tu écris et c'est bien d'avoir, tu vois? Par quelle étape tu passes pour commencer à mettre le pied à l'étrier à l'écriture? Est-ce que tu suis des formations? Est-ce que tu achètes la totalité des bouquins de Mackie, Lavandier et compagnie? Non, d'où le syndrome, mais alors je suis loin d'être la seule, hein, d'imposture, n'est-ce pas? Qu'on se trimballe, souvent. Et c'est l'option Acquis Scénariste, hein. Je crois que c'est livré avec. C'est ça. Alors j'ai fait quand même, si Mackie, j'ai fait une formation, bah, j'ai fait 2 jours, hein. La formation, c'était plutôt un masterclass, voilà, une grande salle de cinoche au théâtre, je sais plus, qui était super intéressant. Qui concerne quand même plutôt le long métrage, même si là je fais des génitaires aussi, mais et puis ensuite j'ai lu Truby, oui, il me reste pas grand-chose, mais bon, toujours hyper intéressant. Disons, je les lis et je les oublie. C'est plutôt fonctionné comme ça, voilà. Parce que de toute façon et comme je suis cinéphile et comme je suis nourrie par la fiction, la grammaire, au bout d'un moment, elle est imprégnée, on l'a en tête, on sait que moi, quand je fais que des unitaires, je fais 3 actes, on sait presque de manière instinctive, où seront les cliffs, à quel moment ils doivent arriver. Bien sûr qu'on a des repères qu'on sait tous, où en gros, une page, c'est une minute. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'on a en tête quand même, évidemment. Puis là, de plus en plus, il faut que dans les 5 premières minutes, tout soit, pas expliqué, mais en tout cas, tous les enjeux soient posés très, très vite et puis ça dépend pour qui tu bosses, quoi. Ça dépend pour qui on travaille, ça dépend pour quel diffuseur. Parce que les codes sont un petit peu différents. En tout cas, sur la formation, moi, elle a été par l'expérience. Il y a un petit bouquin, alors comment il s'appelle? Save the Cat.
sais pas si vous connaissez Snyder, voilà, que je trouve vraiment bien et vraiment intéressant. Et alors lui, je crois qu'il fait un film en 13, je sais plus, je crois que c'est en 13 ou 14 moments comme ça, qui sont assez justes quand tu les lis. C'est-à-dire, en fait, quand je lis ces bouquins, je me dis: «Ah oui, ouais, c'est vrai, je les lis plutôt dans ce sens». Donc putain, bravo, oui, c'est ça. Mais je m'en sers pas dans le sens inverse. Ce dont je me souviens de Snyder et qui est vrai, c'est que, peu importe le genre, mais peu importe le genre, son espèce de formule magique marche pour tout. Que tu sois dans le thriller, dans le drama, dans la comédie et c'est vrai, ça fonctionne, c'est un vrai truc d'analyse. Non, mais moi je fais pas ça. Je fais pas ça et puis ça dépend, de la manière de bosser est souvent différente selon la destination et selon la commande et selon le format surtout. Je fais beaucoup de séries, donc il y a pas vraiment, tu vois? Moi, je viens pas moi, il y avait pas de formation quand je me suis lancée et en plus, là, pour le coup, Working Girl, c'était un format, pas du tout classique, enfin, en tout cas, qui est que pas en France. D'abord, c'était du sketch show, même si évidemment, puisqu'on était sur une diffusion française, enfin, il fallait du fil rouge, des enjeux sur toute la saison. Bon, voilà, c'est pas mais on s'en sortait pour que ce soit pas colossal et que ça non pollue pas et que voilà, c'était un format de 13 minutes, ce qui est assez rare et c'était plus thématisé que feuilletonné, on va dire. Justement, Working Girl, c'est, à la base une adaptation d'une série néerlandaise. Ouais. Comment c'est venu sur le tapis? Est-ce que ça a été une commande? Est-ce que ça a été une envie d'adapter cette série? Quels ont été les challenges à adapter, cette série pour un format et un public français? Comment c'est parti? C'est la production, notre productrice, hein, c'est Elephant Story qui produit, qui a acheté les droits de ce sketch show, alors qu'il avait pas tout à fait le même format. La particularité de ce sketch show, c'est qu'il était interprété par les 2 mêmes actrices, 2 mêmes nanas. Alors là, je suis en train de trouver leurs noms, c'est affreux, mais comme elles ont des noms hollandais, j'ai un petit trou de mémoire, mais bon, ça se trouve facilement. Maxence va m'empêcher d'imaginer des prénoms et des noms de famille hollandais. C'est ça. Je le sens dans ton regard. Mais on les a rencontrés, on s'est, super bien entendus. Je dis «on» parce que c'était avec, Franck Belloc, créateur de Soda et de, Film Cidé, enfin de plein de séries, je vais pas refaire sa carrière, et Béatrice Fournière. Voilà, on a été tous les 3 et puis, alors en quoi est-ce qu'il a fallu s'adapter? Pour une diffusion en France. À la fois, c'était une diffusion en France, mais c'était une diffusion Canal, ce qui n'avait pas voulu tout dire. C'est-à-dire qu'en tout cas, en termes de liberté de ton, on savait qu'on n'allait pas sacrifier, l'ADN de leur série qui était, bah, voilà, un deal, provocation, un ton et une manière d'aborder la vie au bureau. Là, c'était strictement au bureau. Hem, alors c'était encore plus du sketch show. Ce en quoi on a dû l'adapter, c'est précisément pour mettre du feuilletonnant et mettre des enjeux. C'est-à-dire un enjeu par saison, alors que dans Torrency, qui était, elle s'embêtait pas du tout. C'était vraiment que du sketch show. Voilà. Donc là, il a fallu quand même la rendre plus série. Et puis évidemment, avec notre casting, nous créer un casting. On a créé des personnages, on s'est inspiré. Donc c'est plus, bah, c'est peut-être plus de l'inspiration que de l'adaptation. Mais même si je leur enlève rien parce que elles sont géniales. Non, bah, probablement sur des problématiques. Sur des problématiques qui étaient plus françaises. J'ai pas vraiment un exemple, mais bon, sur les différences culturelles, voilà, tout simplement, entre la Hollande et la France. Vous êtes passé par différentes, pistes de retravail. Est-ce qu'à un moment, cette série, telle que nous on la connaît aujourd'hui, la version française, est-ce qu'elle aurait pu avoir une autre gueule? Non, parce qu'en termes de format, je crois qu'on s'est assez vite mis d'accord sur celui-là, sur ce 13 minutes. On bossait quand même en amont, bah, avec Canal, avec notre chargé de programme à Canal et Ariel Saraco, qui dirigeait c'était la création originale, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, la créao. Donc non, on bossait ensemble, on avait pas mal de réunions, non, pardon, je crois que j'ai oublié la question. Non, sur le format, on était vite tous d'accord, on a fait 2 saisons en bureau, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3. 2 saisons en bureau, oui et 1 saison à l'hôpital et là,
c'est plutôt avec la saison à l'hôpital qu'on a commencé à penser la série en termes voilà, de format, il nous semblait qu'on avait fait le tour puis on n'avait pas envie d'être répétitif dans le bureau. Et puis après l'hôpital, s'est posé la question et on a commencé à bosser pour le faire dans un commissariat. Bon, on avait l'impression qu'on avait usé notre concept, que ce serait peut-être la saison de trop. On a fait un unitaire, on a fait un Christmas special, La Grande Évasion, on les a mis en prison. Et avec l'unitaire, oui, là, on a repensé le format énorme, parce qu'on a fait une vraie fiction, donc une narration en 90 minutes. C'est le succès de la série qui a entraîné la création d'une franchise, hein, si on peut dire ça comme ça, du coup. Il y a même eu la petite sœur comme Sophie et Sophie. Sophie et Sophie, ouais, qu'on adorait, bien sûr. Spin-off. Ou alors, est-ce que c'était vraiment une volonté de creuser parce que tu avais envie d'écrire davantage sur ce concept? Ah non, bah alors moi, mes envies d'écrire, elles sont jamais... Non, c'est pas ça qui est pris en compte. Ça a marché très, très fort. Ça a vraiment sur Canal. Je sais plus les chiffres, mais je crois qu'on s'est retrouvés... on avait les meilleurs scores pour une série comédie sur Canal. Alors, on était diffusés, la première diff, qui nous servait, je pense, mais on avait on était... pas en première partie de soirée au départ. Enfin, on était derrière Desperate Housewives, qui faisait un carton phénoménal sur Canal. Et donc, on nous a au départ... après, on a changé d'horaire. Après, on nous a mis un peu plus tôt. Mais la toute première diff, c'était après ces 2 épisodes de Desperate Housewives. Et non, c'est des chiffres. Je crois que Canal a été super étonné. Et les retours et l'après, c'était... encore aujourd'hui, moi, je suis surprise parce que ça commence à dater. Ça doit avoir bien 10 ans. C'est ça, une dizaine d'années, oui. Un peu plus, ouais, c'est ça. Et encore aujourd'hui, je suis touchée parce qu'on me parle pas mal de Working Girl et les gens se souviennent. Il faut dire qu'on a un casting qui était quand même génial. Hein. C'était pas encore des vedettes. Il ne faut pas tromper parce qu'elles sont toutes maintenant, tout le casting. Voilà, font des super belles carrières. On se voit souvent d'ailleurs. On s'est vu il y a 15 jours. On va boire un verre. On est restés assez unis. Voilà. Et parce qu'on a conscience aussi, au-delà du fait qu'on s'aime bien et qu'on se marre bien ensemble, mais on a conscience qu'on a vécu un petit moment assez extraordinaire de liberté avec Working Girl. Moi, j'ai toujours l'impression de dire en famille, parce que Groland, c'est l'émission pour laquelle j'ai bossé le plus longtemps à Canal, 4 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais on était aussi en famille parce que Sylvain Fusé vient de Groland, où est un vieux Grolandais, et puis ce qui veut dire que dans l'équipe, c'était aussi pas mal de Grolandais partout, donc on a vraiment fait ce truc, tout a été joyeux tout le temps. Canal nous a bien accompagnés, notre productrice était super, tout le monde nous a fait confiance, et c'est quand même cool de pouvoir écrire et se marrer. C'est pas toujours le cas. Moi, j'ai jamais vécu de grandes souffrances et des pénibilités d'écriture. J'ai de la chance, mais il y a des moments un peu plus grippés où tu vois qu'on ne va pas dans la même direction, parfois avec les diffuseurs, parfois déjà avec le producteur, tu vois. Mais Working Girl, j'ai l'impression que ça a été un boulevard de cool, quoi. Comment elle s'organise votre room d'écriture à ce moment-là? Moi, je dialogue pas en direct. Je sais pas faire ça. Je suis très mauvaise. Alors, je prends des notes et j'ai une fulgurance. Mais alors ça m'a toujours épaté. Je dialogue pas en direct. En revanche, ouais, tu vois, en revanche, le brainstorm pour une série, c'est génial. On venait tous les 3 de la comédie, sur le cas d'ailleurs. Donc on brainstorm, on donne des couleurs, on prend des notes, on se dit grosso modo, on donne un petit squelette à un épisode. Et comment on faisait? Oui, on pensait beaucoup. Alors après, ça s'articule. Je sais qu'on avait, j'essaie de me souvenir, parce qu'on fait remonter ça, une économie dans ce minutage. On se disait, ouais, on avait des pastilles un peu plus courtes, qui étaient des pastilles un petit peu plus poétiques ou absurdes, de moments absurdes comme ça, parfois sans parole, comme avec les femmes de ménage, tu vois, qui était un super running gag dans la série, qui aérait, et puis des sketchs un peu plus longs. Donc, si je me souviens bien, on s'était calculé une économie comme 14 séquences. Tu vois, ça faisait 13 minutes, donc on avait ces pastilles assez courtes. Donc on dispatchait comme ça entre les personnages, parce qu'on a nos personnages principaux. Donc ça faisait déjà, en gros, ça faisait 2 sketchs, et puis on devait faire un sketch collégial, on va dire, en gardant toujours notre fil rouge de l'épisode, qui était des plus des thématiques.
c'était comme la grève, par exemple, voilà, ce genre de choses. Donc c'était vraiment large, mais ça donnait un thème à la série. Et puis nous, en France, la grève, on parlait très bien. Ça fait des sketchs. Donc voilà, brainstorm. Et puis après, je pense qu'on dispatchait les épisodes entre nous pour la rédac. Et puis après, on se voyait, on se relisait. Ça allait assez vite en plus en écriture. Après, comme ça que je travaille tout le temps, hein, bon, de façon différente maintenant, surtout pour les 6x52, mais on fait le maximum tout ensemble. Et puis au moment où il faut rédiger, chacun part avec sa partie. Et oui, et après, on fait. Je pense que tous les auteurs appellent ça différemment. Moi, j'appelle ça souvent le ping-pong et on se fait nos passes. Voilà, on se le fait passer. C'est-à-dire que moi, je fais la V1 et avant que ça passe chez le producteur, on se fait tourner le texte. Et puis quand il a fait le tour des 3, on se dit c'est la V1 qui est bonne à envoyer à la prod, quoi. Et puis après, comme d'habitude, un passage du producteur avec ses retours et le diffuseur. Donc, un passage du diffuseur avec ses retours. Et puis voilà, quoi, on arrive vite à des V3. Alors, on n'est pas allé au-delà de la V3, je pense, ou V4 pour avoir une VDEF. Après, il y a des ajustements. Après la lecture, évidemment, vous savez, qui est la deuxième petite, qui est le polish, les finitions. Et surtout que, pareil, dans le casting, des nanas qui sont aussi des créatrices. Et puis, voilà, tu fais des lectures avec Blanche, tout, hein, ou Alice, c'est évident qu'elles amènent, qu'elles vont apporter leur sel, leur vanne. Voilà, ça, c'est le travail de la lecture, quoi. Working Girl, on peut dire que c'est une série osée. Est-ce que tu penses qu'avec l'évolution des mœurs, maintenant en 2025, la série pourrait garder le même ton? Parce que c'est vrai qu'on rentre quand même dans un truc où on censure de plus en plus. Ça peut être différent. Je pense que c'est une série qu'on n'arriverait pas à monter aujourd'hui, mais pour différentes raisons. Alors, je sais pas si c'est tant culturel. Dans le ton, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt dans l'air du temps Ouais. parce qu'en fait, c'était des nanas qui faisaient ce qu'on a l'habitude de voir faire des mecs, hein, comme mettre une main au cul à son employé. Non, mais je crois que c'est plutôt en termes de format et de grammaire de série que ce serait difficile à monter. Il y a des mots qui font de plus en plus peur et je le vois avec les prods et les diffuseurs. C'est par exemple le mot chronique et le mot qui fait, alors qu'on a tous adoré des séries chroniques. Là maintenant, c'est interdit, on veut de l'enjeu tout de suite. Mais ce qui est chouette, hein, c'est ce qui marche de toute façon. Le baromètre, il est donné par les plateformes, beaucoup, hein, tous les modes de diffusion. Je sais pas, moi j'ai le sentiment qu'on n'arriverait pas à faire cette série aujourd'hui. Mais parce qu'on trouverait pas de guichet, je crois. Après, est-ce que dans l'indigne, on pourrait se permettre, ouais, je sais pas, oui. Je sais plus, je me rends pas compte. C'est très graveleux ou pas? Non, mais oui, peut-être, on faisait des vannes avec, mais comme on faisait à Groenland. Oui, c'est vrai, t'as raison. Nous, on avait, on faisait des blagues avec, qui était un pote en plus, avec un personnage qui était de petite taille, quoi. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire des vannes sur un nain? Non, c'est pas sûr. Qu'on appelait le nain d'ailleurs. Non, en effet, ça, peut-être qu'on se ferait taper sur les doigts, ouais. Il y a des commissions maintenant. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais dans chaque chaîne, c'est obligatoire. En tout cas, en quota féminin, on serait bien, hein, Working Girl, je pense qu'on cocherait tout. Mais dans les 2-3 trucs, qui passeraient peut-être pas. On n'était pas raciste, non, ça va. Bon, en tout cas, ce serait très difficile à monter aujourd'hui, quoi. Sur Working Girl, vous avez eu un très très joli succès puisque vous avez été jusqu'au Emmy. Ouais. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as pu, en tant que scénariste, vivre ça un petit peu de l'intérieur ou est-ce que tu étais invisible? Non, on était là-bas. Pas du tout. Pas du tout, on s'entend très bien. Moi, je m'entends très bien avec Gaël Chollet et Thierry Bizot, qui est le producteur de Éléphant, mais je bosse toujours avec eux. Et Guillaume Renouille aussi, qui est fidèle dans plein de projets. Pas du tout, on est partis tous ensemble à New York, ils ont été hyper généreux. Ça se passe, bon, moi, j'étais à la fois impressionnée et à la fois, c'était tellement inattendu, presque irréel, que on a vécu ça presque comme un jeu. C'est devenu très sérieux parce que quand on est arrivé là-bas, nous, petits auteurs français, comme ça, avec le syndrome de l'imposteur, j'ai rencontré beaucoup de monde, tout était extrêmement organisé, comme une industrie américaine. Et je me souviens que j'ai rencontré beaucoup de monde qui venait nous parler, parce qu'on a aussi, la série a été achetée au Canada. Donc, on a aussi rencontré les auteurs qui allaient l'adapter. Et puis, on a rencontré les producteurs du monde entier et je me suis rendu compte, alors les gens me tendaient la main pour que je donne ma carte
Parce que moi, j'avais pas de carte. J'avais rien du tout. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé pour des... Allez, OK. Alors, la seule excuse qu'on a, c'est c'est des Français. Voilà. Ça s'est tombé, c'est des Français. Mais non, c'était passionnant. Et puis alors, on avait la production avait payé une table parce que c'est quand même des tables qui coûtent très, très cher. Et on est parti avec 2 de la prod, Claude Perron qui joue Karine, hein, la DRH tyrannique, Sylvain Fusé et nous, les 3 auteurs. Donc c'était super. On avait une super table. Alors pour l'anecdote, donc c'était super pour Canal parce que c'était la première série française comédie nommée. Voilà. Et puis tout le monde, on a vécu ce truc bizarre où tout le monde venait nous voir. On n'avait pas vraiment préparé de discours. On a commencé à monter un peu en pression parce que des producteurs venaient nous voir en disant qu'on était favoris, on nous félicitait, etc. Donc on s'est dit, mais merde, en fait, peut-être que ça va se passer, peut-être qu'on va partir avec cet émis. Et puis finalement non. J'ai oublié la série qu'il a eue, qui était une série anglaise, super comédie. Et puis après, une grande fête, des tapis rouges. Ouais, on était reçus au consulat. Enfin, c'était c'était assez magique comme moment. Donc, on n'était pas du tout invisibilisés. Et puis, je sais pas comment décrire. En fait, il y avait une telle cohérence dans l'équipe. Des gens respectueux, drôles, attachants, qui restent des amis aujourd'hui. On est partis presque comme une bande de copains. Voilà. Tu as aussi été consultante sur le scénario de la série Plan Cul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, justement, en tant que consultant, quel amont de travail tu vas avoir. En fait, on va le dire de cette manière. Consultant, c'est un peu bancal comme place. C'est difficile de faire sa place et d'arriver... En fait, consultant, en gros, on est imposé. Voilà. OK. Donc, débarque parmi les auteurs, que tu es des super auteurs d'ailleurs, hein, c'est nommé Salio et Tesser, pardon, j'ai oublié son prénom, ça va me revenir. Et puis, quand tu arrives comme ça et qu'on t'appelle consultant, pour les auteurs, c'est pas très agréable. Donc, tu dois aller très vite, très rapidement comprendre ce que le producteur trouve qui va pas bien et puis voilà, comprendre la problématique. Prendre un projet qui est déjà bien avancé, c'est pas la place la plus confortable, quoi. Pas un rôle que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas été maltraitée du tout, hein, ça s'est super bien passé, mais non, je suis pas allée au bout d'ailleurs. Je suis pas allée au bout parce qu'à un moment, c'est trop difficile pour moi de trouver ma place. J'avais un problème de loyauté, voilà, justement, entre c'est le tampon entre le producteur et les auteurs. Moi, je suis auteur avant tout, donc voilà. Sur Working Girl, à partir de quel moment tu sens que la série va se finir? Est-ce que c'est du fait des auteurs? Est-ce que c'est du fait du diffuseur? Et deuxième petite question dans ma question, est-ce que vous avez songé à en faire un long métrage? Entre le diffuseur et nous, ou le diffuseur, producteur et nous, c'est vraiment, je sais pas, je crois qu'on a trouvé qu'on devenait lourd, que ça allait être répétitif, qu'on avait épuisé un peu les facettes de nos personnages, parce que comme elles sont très caractérisées chacune, après, au bout d'un moment, ça devient redondant, tu vois. On sait que Karine est tyrannique, on sait que, tu vois, Laurence est nympho, enfin, pardon, pas Laurence, hein. Oui, Déborah plutôt. Donc voilà, plein de choses. Et puis, est-ce que non, les comédiennes, elles étaient partantes, je crois, pour la plupart, peut-être pas toutes, parce que c'est vrai que leur carrière commençait aussi à évoluer, donc c'est un petit peu différent. On a préféré s'arrêter à un moment où tout le monde allait garder un super souvenir. On a préféré ça plutôt qu'un merde, c'est quoi, ils vont faire une saison de trop. Long métrage, long métrage, on en a parlé plusieurs fois. Je sais plus pourquoi ça s'est pas fait, comme des dizaines de projets qui se font pas. Et puis après, quelques années après, il y a pas si longtemps, on avait rencontré un prod de théâtre. J'ai oublié le nom. Voilà. Et on a pensé en faire une pièce. Et puis, on était assez partants d'ailleurs pour faire ça, avec Franck et Béa. Mais bon, je sais plus du tout pourquoi ça s'est pas fait. Je sais pas. Mais j'étais pas contre de le faire au théâtre, mais il aurait fallu l'adapter aussi et trouver, voilà. C'est-à-dire que le ton, on peut l'exporter sur n'importe quel, sur tous les formats. Puisqu'on a fait l'unitaire, qui était le Christmas Special, on en a fait un 90 minutes, quoi. Qui était, bon voilà, diffusé à Noël, qui était un chouette accueil aussi.
Non, voilà, je crois qu'on avait fait le tour de Working Girl. Après, Sophie et Sophie, qui était un super joli programme aussi, mais ça, c'était du sketch, qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Là, c'était assez factuel parce que l'émission s'est arrêtée, je sais plus, c'était au moment où Deniso est parti, donc bon, voilà quoi, c'est parti avec l'eau du bain. Et puis moi, à ce moment-là, je partais, on a créé, Parents en mode d'emploi avec, donc Béatrice Cornera de Working Girl et Blanche Gardin. Donc voilà, après on passait à un autre projet, puis Parents en mode d'emploi, ça a été quand même du boulot. Non, Parents en mode d'emploi, il y a eu des produits dérivés sur autre chose parce que je pense à Working Girl pour d'autres, formats, mais non. Est-ce que tu as un format préféré entre peut-être du sketch, donc une shortcom, ou un 13 minutes par exemple sur Working Girl, ou un 26, ou un 52? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères écrire et pourquoi? Le sketch, c'est quand même plus facile. Enfin, facile. En tout cas, j'ai vraiment l'économie de ce que j'appelle sketch, c'est comme Soda, c'est à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Mais au fond, quand on regarde, l'anatomie d'un sketch, c'est à peu près la même sur tous les formats. Ça va contre ce que je dis, mais c'est presque l'anatomie d'un film en mouvement. Voilà. Donc, au moment d'aller voir la surprise, la chute, l'inattendu, la double chute, que moi j'adore, parce que je suis un petit peu lourde. Mais en fait, ce que j'aime bien faire, c'est alterner les formats. C'est pas tant que j'ai un format, mais c'est tellement différent. Quand on part sur un 6x52, comme là, c'est le cas pour TF1, par exemple, avec Maison de retraite, mais qui est aussi le cas sur Le Remplaçant que j'ai fait avec TF1 juste avant. Bon, on sait que c'est un travail de longue haleine. En plus, il y a quand même vraiment plus de feuilletonnant. Donc, on sait qu'on va avoir un gros travail sur les arches. Non, je ne sais pas si j'ai un format de prédilection. En fait, moi, j'aime bien avoir un cadre. Et puis, quand j'ai mon cadre, je m'y adapte. Voilà. Après un 6x52, je suis contente d'avoir un format plus court, ou même où j'ai écrit cette année 2 films. Même un film, du coup, ça semble un peu pas la récréation, c'est pas ce que je veux dire, pas en termes de travail, de réflexion, etc. Mais c'est exigeant quand même la construction d'un 6x52. Et puis on doit avoir les 6 épisodes en tête de toute façon pour commencer à écrire, c'est évident. Donc on passe beaucoup de temps sur les arches, sur les séquenciers, et ça bouge jusqu'à la fin, et c'est le plus gros du travail. Et le dialoguer, ça vient en toute fin, et alors là, pour moi, ça a toujours été, c'est le moment le plus facile de dialoguer. C'est comme si on était arrivé au bout du travail, et en plus, c'est le plus récréatif. Voilà. C'est parce que si ton séquencier est bien ficelé, alors là, t'as plus qu'à t'amuser. Sur un sketch, quand je les écris seule devant mon ordi, je veux déjà intégrer du dialoguer. Ça m'arrive d'entreprendre un sketch en ayant parfois en partant de 2 répliques que j'ai en tête et en me disant: «Mais c'est pas possible, je les veux celles-là ou 3», tu vois? Je veux ce moment, je vais me débrouiller pour faire un sketch autour de ça. Voilà. Aujourd'hui, tu as combien de projets en stock? Entre ce qui est en développement, ce qui est signé, ce que tu as, de côté, tu dis: «Il faut de toute façon cette idée-là, il faut absolument que je la fasse, voir le jour à un moment». J'en ai toujours plusieurs, ça c'est évident. Aujourd'hui, 3, je développe, enfin, là, il faut lancer énormément de projets. Moi, ça, vous savez, d'où ce qu'on appelle la Bible. Voilà. Avec évidemment les Bibles, on pourra en parler aussi, qui prennent, dont la forme est en train de changer dans les attentes. C'est plus tout à fait exact le terme Bible. J'en ai toujours au moins 3 ou 4. Là, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup enchaîné en fait ces derniers temps, ce qui fait que moi, je n'ai pas lancé des projets perso à moi. J'en ai toujours un petit peu sous le coude, surtout certains qui datent, et je me dis: «Mais j'ai aucun mal à passer à autre chose, après à jeter». D'abord parce que j'ai la chance que tous les projets que je propose moi soient optionnés. J'ai jamais eu de problème pour trouver des options. Ensuite, une fois que tu es optionné et que tu as fait le tour des diffuseurs et que ce projet est pas allé au bout, c'est difficile de le ressortir. Même si, moi, je considère que mes meilleurs projets, les projets dont je suis le plus fière, c'est ceux que personne verra jamais
parce qu'ils sont voilà. J'ai des projets qui ont été tout prêts. Je suis partie avec Amazon jusqu'au développement des épisodes. Et puis tout d'un coup, la direction a changé et paf, on a été interrompu. Alors ça, c'était une série où j'étais très avancée puisque j'avais déjà 4 épisodes dialogués. C'était le format de 30 minutes qui, pour le coup, est chouette à écrire, au format de 30 minutes. Voilà, et un peu plus facile. Non, là, en ce moment, j'ai plusieurs séries et puis voilà, pour des diffusions différentes. Toujours de la comédie, mais j'ai fait de la comédie, mais tu sais, maintenant, on rajoute des mots à la comédie avec des nuances. Donc là, j'ai une comédie d'action, comédie plus familiale qui va être plus destinée à France Télé. TF1 après, on verra, qui est un peu du procédural, voilà. Et qui est une super belle série et que toi, j'ai pitché il y a une dizaine de jours. Vous savez comment ça fonctionne sur France Télé. On va pitcher d'abord avant de faire lire le projet. Donc voilà, c'est chose faite et je développe une série avec Quad qui sera du 8x30 ou du x30, ça change pas grand-chose, qui là est destinée à plateforme toute façon. En tout cas, on sait quand on écrit plateforme ou les diffuseurs RTM, c'est souvent pas la même chose. Et en plateforme, on peut s'autoriser plus de formats. Par exemple, le 30, on sait qu'il y a que les plateformes pour l'acheter, quoi. Ouais. J'ai ces 3 projets, mais comme j'ai aussi d'autres projets dans ma vie, parce que je m'occupe d'un lieu culturel dans le sud de la France, donc je viens. Parce que tu avais trop de temps libre, c'est ça en fait. Tu avais tellement de temps libre, Ève. Mais bon, moi, c'est bien, j'y arrive, mais oui, c'est tendu. Mais en général, je m'en sors pas mal parce que c'est l'été que j'ai besoin d'être très, très, très présente dans le midi. Et en général, l'été, il n'y a personne dans les chaînes, personne est là, personne travaille. C'est les 15 juin, c'est mort. Ouais, franchement, oui. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as 2 périodes de l'année en tant que scénariste où tu sais qu'on va te pousser en disant allez, on veut envoyer avant les vacances de Noël et avant fin juin. Juste, on n'envoie pas pendant le festival parce que personne ne lira. Enfin, tu vois, ils sont marrants. De mercato comme ça qu'on finit par connaître par cœur. Voilà. Enfin, big up à notre productrice. On a une série en 4x52 qui est en dev. Et effectivement, on a découvert aussi que Série Mania avait pris tellement d'ampleur que maintenant, effectivement, ils nous envoyaient un message en disant bon, écoutez, on se revoit dans 15 jours parce que là, Exactement. Et oui. Donc maintenant, il y a même des petits mercato au milieu. La Rochelle, Série Mania qui prend vraiment, voilà, Alpe d'Huez pour la comédie qui est un peu plus petit, mais bon, quand même, ouais, mais il commence à en avoir pas mal des festivals. Et c'est chouette, Série Mania, ça marche bien. Alors moi, je suis vraiment une grosse feignante, je crois, parce que mais c'est nul, hein, j'ai souvent été invitée, je ne suis jamais allée. Je ne suis jamais allée, moi, parce que je bosse ou je sais pas, alors que, voilà. Sur le principe, ça me plaît, moi, de parler de mon travail à des producteurs tout en faisant l'apéro à 19h, évidemment. Tu es sur la série Maison de retraite. Quelles a été les difficultés à transvaser un long métrage en série pour TF1? Clairement, c'est trouver des enjeux. Ouais. Trouver des enjeux pour faire un 6x52. Voilà. Ce qu'on appelle le danger, notre feuilletonnant sur toute la saison, sur les 6 épisodes. Et puis des arches et des intrigues pour chaque personnage. En gros, chaque personnage a une intrigue. Alors là où on s'est un peu simplifié la tâche, c'est pas étonnant, mais tous les épisodes sont évidemment quand même bouclés et ça reste de la comédie. Donc on s'est pas trop cassé la tête parce qu'on s'est fait en gros une intrigue par personnage. Comme c'est collégial et qu'on voilà, une bande de nos 6 anciens qu'on adore, finalement ça tombait super bien parce que ça a fait à peu près ça. Voilà. Donc on a dispatché les intrigues sur nos personnages d'une part et sur des thématiques quand même de qu'est-ce que c'est d'être vieux et qu'est-ce que c'est d'être vieux dans un EHPAD. Et avec ce qui était important pour TF1 et pour nous d'ailleurs aussi, et surtout pour Kev, Adam, qui a créé Maison de retraite, une grande implication dans la Maison de retraite 1. Le transgénérationnel était très présent puisque lui, il sortait, c'était un tige. L'aspect intergénérationnel était très important. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, puisqu'on a fait rentrer des jeunes dans la maison de retraite, tout simplement.
qui sont des ados, travaux d'intérêt généraux. Voilà, comment ça se passe et qu'est-ce que les 2 générations peuvent amener à l'autre. Voilà. Avec évidemment nos anciens qui n'ont pas envie de voir des gamins chez eux et les gamins, a priori, qui n'ont pas envie de se retrouver avec des vieux. Et puis chacun va s'apporter tellement que voilà, on finit soudés évidemment, parce que ça reste de la comédie feel good et familiale. Mais il y a un vrai propos quand même au fond, moi qui m'intéresse en maison de retraite. Justement, tu parlais de l'évolution des Bibles, et ça, c'est un constat qu'on est très nombreux à faire. On en a Ouais. parlé d'ailleurs dans beaucoup de précédents épisodes de séquences. Toi, tu vois, c'est quoi les grandes lignes d'évolution de ces Bibles, et du coup, à quoi ressemble la Bible de maison de retraite quand vous l'emmenez en chaîne? C'est marrant parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi, j'adore les bibles très courtes. Bah, parce que je trouve que quand le concept est mis en avant, j'ai l'impression qu'on va, souvent un projet presque sur le pitch ou le concept, en vérité. Et de plus en plus, on nous demande des résumés d'épisodes qui, mine de rien, finissent par être des véritables arches. À minima, le pilote. Et même si un prod, mais moi, je blâme personne dans l'histoire. C'est-à-dire que le producteur, il a envie de fournir ce qu'a envie de lire le diffuseur à la fin. Qu'est-ce qu'on lui demande et les formats qu'on lui demande. Sauf que c'est quand même pas la même chose d'écrire un concept de Bible. Parce que quand on écrit des résumés d'épisodes, bah, mine de rien, pour penser les résumés d'épisodes, c'est qu'on a quand même une idée des arches. Donc c'est un travail colossal. C'est un travail colossal qui est fait en amont. Alors que oui, typiquement, des arches, ça se réfléchit après, quoi. Voilà. Même un pilote, si on va par là. Et il y a même certains prods demandent même quelques pages de dialoguer, par exemple. Moi, j'avais Et constaté aussi qu'il y avait beaucoup financièrement, disparitions. ça suit pas beaucoup derrière, quoi. Plus tu vas travailler sur tes arches, à un moment où tu démarches un diffuseur, plus tu as aussi, moi je trouve, de chances de tirer des balles dans le pied, quoi, en fait. Bah oui, totalement. Moi, je suis un peu filoute comme ça. J'adore teaser. Et je préfère teaser que qu'en donner trop, quoi. Je préfère créer des attentes, justement. Et alors, je ne sais pas si c'est pour se rassurer, mais je me retrouve là souvent de plus en plus voilà, avec tout le monde va en voir beaucoup plus, alors qu'il me semble qu'à un temps, c'était, faut payer pour voir, quoi. Tu vois, c'est le jeu. Bible, c'est un concept, c'est une idée, on te donne la couleur. Les personnages, chaque Bible est différente, évidemment, selon ce qu'on fait, hein. Moi, j'ai pas une Bible qui se ressemble parce que et puis maintenant, j'ai une liberté, je mets un peu ce qui m'arrange dans une Bible. Ou ce qui va être le plus efficace. Parfois, j'ai pas besoin des personnages, je les mets pas, je m'en fous. J'ai fait mon résumé, les personnages, ils se voient tout seuls. De toute façon, plus ça va, plus je trouve ça rébarbatif de rajouter des personnages, à part si je mets de la trajectoire à part si quand j'arrive aux personnages et que si j'ai des surprises à la lecture dans les personnages, sinon je fais même rarement des fiches perso, de moins en moins, quoi. Dans la Bible de maison de retraite, c'était, d'abord, c'était pas moi qui ai écrit la Bible, c'est Kev et Élodie M, qui est Élodie a écrit le Maison de retraite 2 avec Ava Adams, le film. Moi, je travaille à Élodie depuis quelques années, elle est devenue ma copine et on a écrit Le Remplaçant ensemble. Et voilà. Et là, on a écrit à 3, on était 3 pour écrire la saison et Alice Van de Broek, donc on était 3. Quand moi, c'est Élodie et Kev qui m'ont demandé d'écrire la saison, ils avaient déjà écrit une Bible et ça a été assez rapide puisque les personnages, on les connaissait, puisque c'est les personnages du film, en gros. Donc, la Bible, ça a été de donner pas une Bible très fournie, ça a été de donner une couleur à la série et trouver un concept. Le concept, c'est des tiges, des adolescents en reprise de justice, entre guillemets, hein. Ils n'ont pas fait les gros bandits, hein, dans une maison de retraite. Dans les arches, ça a été beaucoup plus de travail, en revanche. Pour arriver à trouver un équilibre entre, là, pour le coup, nos désirs, qui étaient, je pense, de pousser plus la comédie, et le besoin de TF1, qui se passe très bien,
mais de plus de feuilletonnant, surtout sur les dangers sur la saison. J'ai répondu à ta question ou pas? Je sais plus où j'en suis, hein. Tout à fait. J'ai fait un petit séance à Maxence pour la T'as compris pourquoi je te l'ai dit en off. Pardon. On va dévoiler une petite chose à nos auditeurs et nos auditrices. Autant en profiter. Enfin, une pause comme ça, tu peux vapoter tranquillou. En général, on a un petit code avec nos invités qu'on donne en début d'épisode, enfin avant l'enregistrement de l'épisode. En fait, on laisse un petit silence pour indiquer, soit Maxence m'indique à moi, soit David, enfin moi, j'indique à Maxence, je vais commencer à me, ouais, c'est le syndrome Alain Delon, c'est une cadastre depuis qu'il est mort, il m'a possédé. Et ce qui permet, voilà, à notre invité de comprendre pourquoi d'un coup on se laisse des grands silences entre deux questions, qui est silence que vous n'entendez pas au moment de l'écoute du podcast, puisque Maxence après les coupe. Voilà. Un peu, je vais enchaîner avec une question, hein. En dehors de la comédie, est-ce qu'il y a un genre auquel tu aimerais bien t'essayer, que tu n'as pas encore eu l'occasion de mettre tes pattes dessus? Alors, je vais te faire une anti-réponse, une contre-réponse. Il y a un genre que je suis incapable d'écrire, c'est le polar. T'osais et c'est sûr, tu peux essayer, mais j'ai tellement pas cet ADN. Je suis épatée. J'ai plein de copines qui bossent dans le polar. J'ai dit: «Mais c'est pas possible d'être si mauvaise» et elle me dit: «Mais non, tu te rends pas compte, c'est moi». Je me dis: «Comment tu fais pour écrire de la comédie?» Ça me semble, bon, voilà. Donc moi, ma limite, c'est le polar. Non, j'essaye. Je suis quand même un petit peu frileuse. Je sors pas totalement de la comédie, mais je m'essaye là, tu peux rajouter les mots après comédie. Comédie Ouais. fantastique, ça m'amuse, tu vois? Ça je peux faire. Comédie fantastique, comédie d'aventure, dramedie, donc quand même j'ai tenté une comédie policière, que j'adorais, qui se passait chez les Forains, qui s'appelait Luna Park. D'ailleurs, bon, il y a une série peut-être que tu m'as piqué l'idée, non, je ne décode pas, non, mais je peux pas, c'est juste le même titre, c'est un peu non, non, que je trouvais super, mais bon, je l'ai pas vendue. Je trouvais que ça avait été optionné 3 fois cette série, tout le monde l'adorait et puis on n'a jamais réussi à la vendre, où que ce soit et en format peut-être, tu veux dire, de fiction? Parfois, je me dis que c'est ce que ça me plairait d'écrire une pièce de théâtre, mais en genre, non, je te dis, si je peux garder mon petit trait d'union, voilà, après comédie, ça me va. Il peut y avoir des moments de drame, on connaît bien des films très émouvants, ouais, avec de la comédie, plus au cinéma que dans les séries. Quoique, on prend une série comme Fleabag, il y a quand même cet équilibre entre, quelque chose voilà, de profond, de très sombre par moment et de comédie. C'est très joli. Bah, d'ailleurs, heu, Mon petit daim, non? Reindeer? Ah oui, oui, mon petit renne. Mon petit renne, ouais, mon petit daim, mon petit renne. Ouais, c'est ça. C'est un mélange entre le film de Quentin Dupieux et mon petit renne. C'est mon petit daim. Ouais, c'est ça. Avec quelqu'un harcelé par Jean Dujardin. Non, mais tu vois ça va très, très loin dans la noirceur et voilà et Ça en reste très drôle, ouais. et ça en reste très drôle. Au moment, tu es quand même enfoncé dans ton canapé, hein, mais J'ai une question concernant justement, tu as travaillé avec beaucoup de producteurs différents et nous, ça va faire écho aussi à ce qu'on fait avec Maxence et beaucoup de retours qu'on peut avoir de collègues scénaristes. Est-ce que tu envoies ton projet nouveau à plusieurs producteurs d'un coup ou est-ce que tu envoies à l'un et t'attends sa réponse et s'il est négatif, tu renvoies à un autre? Comment tu jongles justement entre pour harponner un producteur? ouais. Bah et on se pose exactement cette question et ensuite le producteur se pose la même question pour l'envoi au diffuseur. En général, j'ai un peu comme tu dis, j'ai la chance de travailler avec pas mal de producteurs et d'en connaître beaucoup et par intuition ou je sais, c'est-à-dire comme je les connais, je sais leurs attentes, je sais leurs goûts, hem, donc en général, quand j'envoie, je me trompe pas trop. Non, non, j'envoie pas au petit bonheur de la chance parce que je suis pas enfin, en général, non, j'arrive à cibler les producteurs et puis s'ils me disent: «Non, je vais voir ailleurs». Non, je fais pas des razzias, je fais pas comme ça. Ouais, non, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est comme mais il y a plusieurs écoles, hein, je comprends, je crois que tout se fait. Comme tu as des producteurs, une fois que le projet est prêt, l'envoie à tous les diffuseurs en même temps et c'est les producteurs qui disent: «Mais non,
Certainement pas parce que je vais pas vexer un tel, donc on commence par un et quand si on a un refus, on va voir un autre et puis tu as les plus pressés qui disent: «Ah bah, rien à foutre, on voit tout le monde en même temps». C'est de la politique après tout ça, hein. Chacun, c'est voilà, c'est des choix. Tu as beaucoup coécrit et collaboré de façon générale. Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne collaboration? Comment tu trouves le bon dynamisme avec la personne avec qui tu vas travailler ou les personnes? Ah bah, après il y a des surprises, mais la 1re rencontre et de façon évidente, c'est sur c'est des personnalités, c'est une rencontre de personnalités, voilà et puis heu, certain nombre de points communs dans la vision d'un projet et c'est pareil comme on se connaît beaucoup, même si j'ai pas travaillé avec tout le monde, j'ai évidemment j'évolue, j'ai beaucoup d'amis dans notre métier. Soit je suis très arriviste ou en tout cas je réfléchis en termes de, qui est bon dans le projet en particulier que je fais en ce moment. Ouais. Si par exemple j'écris une comédie fantastique et que je me dis: «Bon, ça m'excite une comédie fantastique, mais fantastique, j'ai un petit peu des lacunes quand même, donc je vais plutôt aller chercher un auteur qui lui a fait ses preuves dans le fantastique». Voilà. C'est-à-dire pas forcément des auteurs qui viennent de la comédie. Hem et ça m'est arrivé souvent, dans pas mal de coécriture, parce que c'est très complémentaire, voilà, dans la construction donc oui, je suis super mais je suis un petit peu opportuniste dans le choix de mes co-auteurs et puis je bosse avec mes potes, en fait, souvent. Je bosse avec mes potes après, enfin des gens que j'aime et qui me sont proches et ça rend des brainstorm extrêmement, nourris et puis, des bonnes coécritures, c'est quand tu commences une phrase et que ton co-auteur la termine en brainstorm. Et que là, on sait qu'on est sur la même pensée, quoi. C'est la même veine. C'est quoi ta routine d'écriture au quotidien? Je suis à la fois un bourreau de travail et une dilettante, donc je passe ma vie à essayer de concilier ces 2 facettes. Ça dépend vraiment de ce que j'ai, de quel parce qu'on on le dit, on le sait nous parce qu'on est professionnels. Ça dépend, à quelle étape d'écriture je suis. C'est-à-dire que si j'en suis à la réflexion, si je suis en train de construire la série dans ma tête, je peux partir avec mon cahier, et aller comme en ce moment, me mettre au soleil et gratter sur mon petit calepin. Voilà. Sinon, comme j'ai des grosses difficultés de concentration, non, non, je suis assez ritualisée quand même, hein. C'est-à-dire, je suis dans ma cuisine, enfin, j'ai tous mes codes à moi. J'adore écrire assez tôt le matin. Je suis pas alors c'est con, je sais qu'il y a des auteurs du matin et d'autres du soir. Moi, je suis fraîche le matin, vraiment. Moi, en général, j'écris pas le soir et puis mine de rien, ça rince des journées d'écriture. Si c'est une période de deadline et que le tournage va commencer dans un mois, je peux faire des marathons d'écriture. Sinon, c'est le luxe qu'on a. C'est moi qui fais mon emploi du temps. Voilà et il m'arrive et parce que c'est quand même, une des raisons pour laquelle j'aime, ce métier ou en tout cas qui correspond à ma manière de vivre, c'est qu'il m'arrive, petit luxe, c'est que certains lundis, quand tout le monde part bosser, je peux décréter que je bosse pas. En revanche, moi, je peux bosser le samedi et le dimanche, je fais comme vous, quoi. Je fais, ça dépend des vies de famille, hein. Moi, j'ai une vie de famille qui me l'autorise, donc c'est mieux pour moi quand j'ai des deadlines terribles parce que sinon j'ai tendance à m'échapper, voilà, à m'échapper. Mais enfin, moi, j'ai jamais rendu, un seul texte en retard, même plutôt, en avance, voilà. Mais ce que je constate, mais peut-être parce que je l'ai quand même beaucoup fait en ce moment, c'est-à-dire ces 2 dernières années, c'est tellement enchaîné dans des commandes chouettes, hein, qui me plaisent, que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas lancé de projet, à moi, enfin, à moi 100 je veux dire. Mmh. Là, la coécriture que je fais, c'est pas mon idée originale, hem d'une jeune femme qui est réalisatrice, qui s'appelle Laura Gazal et que je fais pour Quad, qui pour le coup a très peu d'expérience dans le scénar et j'ai adoré son idée et j'y suis allée, ça c'est du from mute parce que ça me correspond et en disant: je vais avoir besoin de m'approprier sans t'enlever quoi que ce soit à toi parce que je viens parce que j'adore ton idée, mais bossant même dans la main et puis parce que j'ai vu évidemment qu'on avait plein de points communs et que le sujet, voilà, me parlait. Je produis moins, je pense, moi, des projets. Ce qui est pas bien, hein. C'est pas bien, mais bon, on n'est pas des machines. Voilà. Justement, comment tu vas,
gérer les commandes que tu peux recevoir? Quel est le nombre de commandes de façon générale que tu vas recevoir en même temps et quel type de choix tu vas faire par rapport au projet? C'est vraiment une question de feeling. Oui. Je sais, voilà, ça c'est le premier. Tout ce que j'écris, quel que soit le diffuseur, c'est que je savais que j'aurais quelque chose à dire et que ça me plaisait et que je serais pas mal à l'aise, sinon je serais incapable d'écrire, je crois, de toute façon. Et je sais pas, après, bah, je sais que par exemple, on n'est jamais sûr en plus de vendre. Quand on lance plein de projets, on a toujours ce moment d'angoisse à accepter un nouveau projet en se disant: «Bon, bah, mince, tout ce que j'envoie là, part en développement, je pourrais pas tous les faire, il y aura des choix à faire». Voilà. Donc soit je dirais: «Bon, bah, partez sans moi ou donc ce sera d'autres auteurs», soit, bah, j'en sais rien, je me débrouillerai. Heu, Sauf qu'en réalité, c'est quand même très rare que ça se passe comme ça. Mais j'adorerais que ça se passe comme ça, donc même si c'est très bien que tous les projets qu'on envoie, s'il y en a un qui se fait, c'est déjà chouette aujourd'hui. Alors mais comme ça, hein, je dirais que j'ai toujours, on va dire, un projet en, développement diffuseur, qui est différent et deux trois projets en développement, prod. En gros, vraiment à la louche, ça fait ça. D'accord. Et après en fait, je sais quand ça devient trop pour moi parce que je veux toujours, honorer mes commandes. Enfin, bah, sans me dire, évidemment, dans les temps impartis. Heu, Après, ça peut aussi être une des raisons pour laquelle et c'est souvent un des choix que je fais, je me dis: «Soit je refuse ce projet parce que j'ai pas le temps, soit j'appelle, tel, auteur et je lui dis: "Bon, bah, voilà, on le fait à 2, c'est un choix". Ouais. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais beaucoup de coécriture, parce que ça me permet d'accepter plus de projets, parce que ça va évidemment plus vite. À part quelques accidents où tu te retrouves avec un coauteur qui te pénalise plus que ce qu'il t'apporte, ce qui peut même quand même arriver, hein, c'est nous arrive à tous. Même avec des amis, hein, ça arrive. Ouais, c'est pas toujours parce Moi que c'est ton ami que l'écriture est compatible, ouais, complètement. Ou la exactement, méthodologie de travail. exactement. C'est ça, c'est ça. Et moi, je suis très exigeante en écriture, j'aime beaucoup enfin, je suis de moins en moins parce qu'à moi, j'ai eu quand même quelques réflexions en disant: «Bon, bah, tu écris très, très bien Ève, mais tu fais pas de la littérature, tu vends des idées». C'est vrai que j'ai un peu ce défaut, tu vois, à lécher vraiment la forme, des bibles et bon, voilà, plus que de la narration, bon, j'ai entendu donc entre-temps, enfin, je pense que j'ai un petit peu fait des progrès dans ce sens. Mais oui, la coécriture, ça sert à prendre plus de projets. Je me mets jamais en danger. On parlait tout à l'heure de finalement de la réduction d'importance des personnages dans les bibles, mais je trouve que c'était contrebalancé avec le poids de la reine. Toi, tu gères comment cette gestion de la reine qui est, aujourd'hui une demande très, très forte des chaînes? On en discutait avec Manuel Adduy, ça doit être l'épisode, 9, de Séquence. Nous, on nous le dit beaucoup aussi dans les retours qu'on a de producteurs en disant, «La reine est forte» ou «La reine n'est pas assez forte». Toi, c'est quoi ton rapport à ça et surtout, comment tu vas le travailler, le développer? J'ai l'impression que souvent la reine arrive avec le concept, mmh, que où elle s'impose, parce que ça dépend de ce qu'on appelle par arène. Si évidemment dans les séries procédurales, tu des arènes très particulières, ça dépend de la destination aussi. Je sais pas, par exemple, on peut parler d'arènes trop parisiennes ou d'arènes pas assez, province. Donc, c'est vraiment, je crois, encore une fois, adapté à la diffusion, quoi. Ça m'arrive de développer dans une bible sur la reine quand j'ai une raison, bah, de développer parce que ça va apporter quelque chose à la narration. Sinon ça reste un décor. Je le voyais par rapport à la série, d'Apple TV sur, la haute couture. Tu vois? Oui. J'ai l'impression qu'en France, les arènes qui sont les plus connues, c'est le commissariat, c'est le tribunal. Mais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut trouver, enfin, tu vois, si tu as envie de faire une bonne série, tu te dis: «Tiens, ça se passe chez les ostréiculteurs, arène forte», tu vois? C'est un peu ça, quoi. Bien sûr, mais oui, oui, il y a Rennes, non, parce que je disais à Rennes au sens large, par exemple, moi j'avais, un projet, qui est toujours optionné,
avec Fédération que j'aime beaucoup, qui s'appelait Les Gauloises. Donc la reine, c'était la femme, gauloise et puis il y a tu vois, il y a 2500 ans, je trouvais ça assez puissant. Parce qu'après, oui, les arènes françaises, mais comme tu dis, hein, une fois que tu as fait la mode, tu as enfin, à la fois, c'est un atout et c'est un atout et ça peut faire peur aussi, l'arène. Je sais qu'en plus, il y a des arènes qui coûtent cher. Moi, je sais que ma série sur les forains que j'adorais, et puis moi, je suis proche de forains, j'ai beaucoup d'amis forains et voilà. J'ai aussi, l'année dernière, développé une série avec, bon, peu importe, développée avec des producteurs chez les Gitans, en comédie, que j'adore et que j'aurais adoré écrire. Bon, voilà, pour l'instant, c'est pas vendu. Il y a des arènes qui sont plus vendeuses que d'autres. Mais ça dépend ce qu'on en fait après. Donc oui, en France, évidemment, là, on pense mode. Ça fait des années aussi. On m'en a commandé on avait écrit une belle série avec mon amie Anne de Petrini, d'ailleurs, sur une maison de mode en comédie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle arrive souvent avec le concept quand même, la reine. Ou que si elle arrive pas avec le concept, c'est que c'est pas si intéressant. Enfin, en tout cas, que ça vaut pas le coup d'être souligné. C'est-à-dire, la reine devient qu'un décor, quoi. À quel moment dans ton développement, dans le processus d'écriture, tu te permets d'envoyer et de rechercher justement un regard extérieur pour avoir un feedback nouveau sur ce que tu écris? En général, je pitch à mes amis. Alors, je le fais plutôt de cette manière. Ouais, voilà, je fais comme ça, moi. Je pitch. Après, en fait, on bosse tous beaucoup. C'est chouette. Moi, je lis beaucoup pour des scénaristes plus jeunes qui me demandent mon avis et je guide de bon cœur. Et après, si ça va arriver à faire lire, bah, bon, à Franck, parce qu'on est très proches et parce que Franck Belloc était très bon conseil, pardon. Et en plus, c'est le papa de mon fils, donc on a quand même des liens assez privilégiés, n'est-ce pas? Donc oui, je sais à qui je fais lire et qui, si je suis bloquée, vont me donner mais c'est toujours des amis, des amis autour de moi. Tu viens, enfin, tu as cette grosse appointance avec la comédie. Pour toi, et pour les gens qui nous écoutent, comment elle se structure une bonne scène de comédie? Toi, la scène de comédie parfaite, elle démarre comment? Il se passe quoi? Comment ça rebondit? Comment ça se clôture? Même si tu as donné quelques petits indices sur la conclusion un petit peu avant. Alors, mais ça, c'est la question trop piège pour moi, je crois. C'était la question piège, bravo! C'était la question piège. Oh non, c'est trop difficile de répondre à ça parce que je crois que j'ai pas une scène type. Alors, si c'est pour pas technicienne, si c'est pour parler de la situation et ça dépend ça dépend de là où on met la comédie, si c'est dans de l'indigne, si Regarde, je vais changer ma question. Je pense que ça va pouvoir peut-être éclairer. Quelle est pour toi la meilleure scène de comédie que tu aies écrite? Que la voix, t'es toujours plié. Non. Je regarde jamais ce que j'écris, je suis désolée. D'abord, j'ai pas beaucoup de mémoire et je regarde pas ce que j'écris, hein, je sais plus. Je sais pas. Oh, c'est probablement dans Working, hein. C'est probablement dans Working Girl. Mais en même temps, c'était Je la sais pas. question piège, donc. Non, mais j'adorerais pouvoir dire comme ça, arriver, être comme Judd Apatow et vous expliquer la comédie et puis comment. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. J'en sais rien, je crois. J'en sais rien. Je la sens. Je la pense vraiment en entier avant de l'écrire, c'est certain. Ce que je peux vous dire, c'est que les vannes ne font pas la comédie. Voilà, c'est vraiment la situation qui le fait. Et puis, Working Girl, on en avait, donc c'était indigne. La surprise venait du fait qu'on poussait toujours la limite de la gêne. Donc, on écrivait dans ce sens, dans les situations. Et évidemment que la cerise sur le gâteau, c'est la chute, voire la double chute. Est-ce que tu réussirais à un peu décrire ta blueprint, en fait, le pourquoi on va te chercher pour une commande? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler avec Eve dans son style d'écriture, le type d'humour que tu peux avoir, par exemple? Ah bah, moi, je pense alors, c'est marrant parce que c'est presque une étiquette pour faire rapide.
c'est comme si je vais l'étiquette Canal Plus Ouais. dans le milieu. Et ça veut dire quelque chose encore un peu, même si c'est quand même beaucoup moins le cas. Je crois que c'est pour ça qu'on vient me chercher. Et puis après, parce que je suis éminemment sympathique. Bah, d'abord, c'est comme vous disiez, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un millier d'auteurs de comédie. Pour ça, moi, je côtoie que ça. Mais puis, mine de rien, je travaille toujours plus ou moins avec le même producteur. Hein. Voilà. Hein. Ou alors, c'est typiquement, parce que j'ai un CV avec pas mal de programmes sur la page de mon agence. Hein, voilà, c'est mon agent qui me... D'abord, oui, ça c'est vrai, je vais pas parler de mon agent, mais c'est quand même aussi beaucoup mon agent hein, qui se dit, bah, tiens, Sophie, tu fais très bien pour écrire ça. Ouais. Voilà. Moi, c'est plus mon agent, elle travaille plus que... Moi, je le fais quasiment plus maintenant. Voilà. Christelle Crossenbacher, qui est une très, très bonne agent chez AS Talent. Non, mais je crois qu'on voit mon CV et qu'on se dit... bah voilà, mais typiquement, bah, tu sais, c'est très simple. Typiquement, c'est parce que j'avais écrit une série chez Les Forains que deux productrices en l'occurrence, m'ont appelé pour écrire une série chez Les Gitans. Enfin, tu vois, c'est ce genre de pont, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est vraiment. Et parce que sur mon CV, il y a... C'est assez terrible quand même ce truc quand on est auteur. Alors, les enfants te le font remarquer, mais enfin, mais avec tout ce que tu écris... t'as pas grand-chose de diffusé, c'est affreux, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que le gros de ma production, mais de beaucoup, hein, mais en effet, pas diffusé, même pas. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi on m'appelle, moi, pour ça, pour ce qu'on voit sur ma page de CV, parce que je peux pas dire que j'ai une patte et puis je suis personne, je suis rien du tout, tu vois. T'as fait des grands films de cinéma, je suis pas écrit Les Tuches, c'est-à-dire que j'ai pas une patte. C'est vrai que Working Girl, oui, le ton de Working Girl est particulier et que ça m'a valu beaucoup de collaborations par la suite, tu vois? Quand il fallait cette touche de jubilatoire, voilà. En comédie, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de faire? On disait, l'humour a évolué, a peut-être maintenant certaines barrières. Bien. Est-ce que toi, t'es comment par rapport à ça? Est-ce que des fois, tu essaies de glisser une petite vanne qui pousse un peu ou tu te dis: «C'est pas le moment de sortir»? Alors moi, je suis plutôt du genre à la tenter, tout en sachant qu'elle passera pas de diffuseur. Mais j'ai aucun mal à la mettre et à l'envoyer au diffuseur jusqu'à ce qu'on me dise: «Non, ça passera pas». Le bus ne peut pas s'appeler le bus Émile Louis, quoi. C'est exactement. Alors que moi, c'est ce qui me fait à peu près le plus rire, dans la vie. Ouais, ouais. Bah oui, on sait les limites maintenant. Alors évidemment, comme tu dis, oui, évidemment que je pense que le mouvement naturel, c'est se censurer, de plus en plus et à terme, moi-même, je m'auto-censurerai. Je le fais forcément, hein. Je viens de Groland, enfin, je veux dire en termes de zéro censure, je pense en effet, puis c'est ce qui me fait marrer, mais bon, je ne peux pas vous faire ce genre de blague puisque nous sommes enregistrés. Mais non, on peut plus grand-chose qui passe. Évidemment que ça passe plus, c'est plus policé sur TF1 et France Télé et France 3 que sur Canal et plateformes, ça va sans dire, quoi. Mais non, tout se dit, ça. Il y a qu'à regarder certains films. Bon, d'ailleurs, quand j'essaie de montrer des films que je pensais drôles à mon fils qui a 17 ans et qui me dit: «Mais alors, moi, je vois pas ce qu'il y a de drôle». Et ça m'arrive quand même, comme vous, de tomber sur des films et me dire: «Ah là là, oui, quand même, si, c'était très, très limite, phase de sexisme, racisme et cetera». Ah oui, je pense que La misogynie, moi, c'est pareil. Il y a beaucoup de comédies qui me faisaient beaucoup rire dans les années 90-2000 oh bah, et quand je les revois, j'ai 2 filles, je veux dire, je suis là genre: «Alors ça, en fait, c'est plus vraiment». ah ouais, les femmes, c'était vraiment des potiches et même dans toutes les séries et tous les films avec De Funès et tout, c'était un drame, hein. Et moi, je me souviens que j'avais la série qui me faisait le plus rire enfant, c'était Benny Hill. Ah oui. C'est totalement impossible Benny Hill aujourd'hui. Et puis alors là, en plus, je crois que les femmes étaient, mais alors carrément en maillot de bain, tout le temps, hein. Oui, et puis si, alors hop, je vais un petit peu vulgariser le truc pour les plus jeunes qui nous écoutent. Benny Hill était donc une sorte de personnage un peu étrange qui aimait bien aller reluquer ce qui se passait aussi dans les cabines d'essayage.
Oui. qui allait taper sur la tête des petits vieux qui étaient eux-mêmes en train de mater des filles en petite tenue. Oui, Bénil était vraiment une... Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, moi, j'ai regardé ça avec mes parents, ça faisait rire toute la famille, en fait. Mais bien sûr. Et c'est Bien sûr. incroyable. Ouais. Ouais. Ah, ça m'a donné envie de regarder un Bénil. Un épisode spécial. Visionnage des épisodes de Benny Hill avec, et moi je pense qu'il faut prendre 2-3 auditeurs très très jeunes pour leur montrer et puis ils se rendent compte du choc qu'ils vont Colada. avoir. Peut-être. Peut-être que ça s'adapte, Bénil. Ouais, non, voilà. Oui, non, mais si. Bien sûr que on se censure. Le podcast arrive tout doucement à sa conclusion. Je vais laisser une dernière question à Maxence. Je me demandais justement, parmi tous tes projets que tu as en développement actuellement, s'il y en a un en particulier que tu voudrais vraiment qu'il aille jusqu'à la production, et si oui, lequel? Tu pouvais nous en parler un peu plus? Je crois que c'est super difficile pour moi de faire ça parce que je crois que j'ai pas le droit. Ouais, ce que je veux dire. Alors oui, C'était une question piège, Maxence, bravo. Mais non, pas du tout, parce que c'est une vraie question. Moi, j'ai envie de parler de tous mes projets. Oui, j'en ai un que j'ai envie de vendre plus que les autres. Et t'imagines si d'abord mes producteurs écoutent, elles se disent, ah, ben, tiens, elle est très bien, alors c'est pas les semaines, on va s'en parler. Non, mais en plus, je crois, tu vois, maison de retraite, sans problème parce qu'on est en tournage et que TF1 a déjà communiqué sur le fait qu'ils allaient faire maison de retraite, mais sinon, j'aurais pas eu le droit d'en parler. Et que les projets là du moment, tant qu'ils sont pas chez les diffuseurs et que je suis à l'état de Bible, je crois que j'ai strictement pas le droit d'en parler. Sincèrement. Ouais, non, mais complètement. Mais Tu vois? Mais là où alors, je touche du bois, mais je vous le dis de façon très honnête, j'aime et j'assume tous les projets que j'ai faits. Et j'ai fait beaucoup de formats courts et j'ai collaboré à plein de formats courts et ils m'ont tous fait marrer. J'étais très fière de collaborer avec les équipes. Mais les projets qui me ressembleraient le plus et que j'ai le plus envie de voir à l'antenne, c'est pas aller au bout. Voilà, il n'existe pas encore. Donc j'ai quand même parmi tous mes projets, on va dire chaque année, 1 ou 2 que je considère, on dit comme ça souvent entre nous: «Non, mais ça c'est mon projet, c'est mon bébé». Voilà, ça veut dire que c'est pas vraiment, ça va me ressembler, voilà. Et là, on pourra dire, après ce projet: «Bon, OK, on a compris la veine et le ton, de Sophie Santerre». Voilà. Ce qui est pas, pour l'instant vraiment le cas, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire tout simplement. Donc ouais, bien sûr que j'espère ça. Et ce sera probablement une série avec un format de 30 minutes parce que ça, c'est un chouette format. Voilà. Dernière petite question qui me vient aussi. Je rebondis parce qu'en fait, sur le podcast, on essaie d'avoir un vrai équilibre entre intervenants hommes et femmes. Est-ce que toi, le fait déjà d'être une femme dans l'écriture d'humour, est-ce que tu as dû plus lutter que par rapport à un homme? Est-ce que en termes de rémunération même, t'avais constaté des différences? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es engagée? Alors non, je suis pas engagée, mais j'ai réfléchi en même temps. En termes, moi, je l'ai jamais vécu. Moi, je l'ai jamais vécu. Il y a quand même, je pense, de façon évidente, de plus en plus de femmes qui écrivent de la comédie, pour sûr. Parce que je me souviens de l'époque, je veux dire la grande période de sketch, parce qu'il y en a quand même de moins en moins, c'est certain, hein, il y a moins de place. C'était principalement des hommes, vraiment. Je pense que c'est arrivé plus tard, que les femmes sont arrivées plus tard. Et des différences de salaire, pas de façon flagrante. Je sens quand même que les auteurs hommes ont plus de facilité à dealer un salaire que les auteurs femmes, que les autrices. En tout cas, dans un projet, ça m'est déjà arrivé moi de râler. Il n'y a pas si je vois une disparité de salaire alors qu'on fait le même travail dans un projet, je laisse absolument pas passer ça. J'ai déjà eu ce cas. C'est soit tout le monde est aligné, soit je pars. Alors là, c'est aussi simple que ça. Non, sur cette question-là, je sais pas vraiment. Là où, ça j'aurais pu le répondre aussi tout à l'heure sur, quand tu me posais la question de pourquoi est-ce qu'en particulier on t'appelle toi pour quand on veut développer un projet. Ça, je l'ai eu en revanche. Il y a eu toute cette période où
sentais que j'étais appelée parce que j'étais une femme. Mais vous voulez dire quoi? Pour un quota ou mais parce que quand même longtemps, j'ai eu Working Girl, rien de cette image de femme forte aussi, ça véhiculait, ça va dans, l'époque ambiante, oh là là, cette phrase est sans fin. Bref, ce qui va assez pour faire dire au producteur que, on peut appeler Ève, parce qu'elle va, porter, la question féministe, en tout cas. Alors moi, j'ai jamais revendiqué ça et après pourquoi pas, hein, c'était chouette. Ou alors, voilà, une série de meufs, on pense à toi. C'est quand même un petit raccourci. Ça va, hein, ça m'a jamais dérangé. Pour finir l'épisode, Maxence a une série de questions très très courtes. Je te laisse entre ces mains expertes. Mais comme c'est un podcast, c'est une bouche experte, je sais pas. Voilà, donc 3 petites questions au tac au tac, qui sont le petit rituel de fin de podcast. La première, c'est simple. Quel est ton film ou ta série préférée? Et ouais. Non, mais alors attends. Bon, les comédies alors, hein, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Bon, je sais pas, j'ai Didier qui me vient, donc très bien, je l'assume. Didier, je Très bien. faire pleurer de rire. Voilà. Le scénario que t'aurais voulu écrire, t'aurais aimé écrire. Oh, il y en a tellement, mon Dieu. Oh, les Citizen Kane, soyons fous. Très bien. Et le dernier coup de cœur que t'as pu avoir récemment ou pas, mais le dernier coup de cœur? Oh, il date un peu, mais c'est pas grave parce que j'ai tellement envie je m'avais bouleversée, à mon avis, c'est au moins 2 ans. C'était After Sun. Avec ce père qui part avec sa fille, je crois, en vacances. C'est magnifique. Ouais. Et c'est même pas tant l'histoire, je me suis tellement retrouvée. C'est quelle intelligence. J'ai oublié le nom de la réalisatrice, hélas, qu'arriver à attraper cette petite, ce sentiment de jeune fille de 11 ans qui a plus envie d'être une petite fille, mais qui est pas encore une adolescente, et les rapports avec son père. Et puis, c'est très intelligent, très fin, très émouvant, très bien filmé. Voilà. Ça, c'est un film que j'aurais aimé écrire. On est arrivé au bout de cet entretien avec 3 questions pièges. Je suis désolée. En plus, ça va m'énerver. Je vais vous rappeler et on va refaire une séquence où vous appelez en première. C'est bien réfléchi. Je vais vous dire ce que c'est la séquence, la situation de comédie parfaite. En tout cas, et en plus, tu sais que ça peut tomber parce que ça fait un petit moment qu'on réfléchit avec Maxence à se dire comment on trouverait. C'est aussi l'épisode où je vais faire des petits appels de pied à nos auditeurs, à nos auditrices, parce que on réfléchit aussi avec Maxence peut-être à trouver des formules pour que certains de nos anciens invités avec qui ça s'est très bien passé, qui avaient encore des choses à nous dire, reviennent. Donc, écoute, peut-être Ève, garde justement tu vois, cette séquence de comédie ultime. Tu notes. Quand tu as un truc, tu dis. On prend une note. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Eh ben oui, mais si vous cherchez la forme, je veux dire, la meilleure forme, ça s'appelle un apéro, hein, cherche. Mais oui, mais c'est clair. Général. Bon, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir consacré une grosse partie de ton temps à ce podcast. Plaisir. Pour vous qui nous écoutez, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours. N'hésitez pas à aller réécouter les anciens épisodes puisque vous ne pouvez pas écouter les nouveaux, ils n'existent pas encore. N'oubliez pas d'aller noter le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. On se redit à très prochainement. Salut Maxence, salut Ève. Salut. Salut.